Et voilà. Donc, bonjour Mathilde, je suis ravie de t'accueillir, enfin nous sommes plutôt ravis de t'accueillir aujourd'hui, ce soir. Bonjour, merci pour l'accueil. C'est toujours un plaisir, comme je disais, de parler de mon métier qui est un métier passion, vraiment. Oui, c'est vraiment un réel plaisir pour nous aussi, et je pense de la part aussi de tous les membres qui sont avec nous ce soir. Je vais commencer avec une première question qui est relativement simple, que je pose à chaque fois. C'est de te présenter, de nous dire voilà qui tu es en quelques mots, donc toi en tant que personne et aussi Diamant Édition. Voilà. Ça marche. Donc, moi, c'est Mathilde, alias Julis sous mon nom de plume. J'ai commencé à écrire à 14 ans. J'ai un parcours assez atypique. Je suis partie à 16 ans en formation de comédie musicale à Paris. Et puis, mon premier roman a été publié à 18 ans. Et je me suis lancée sur les premiers salons sans connaître du tout le monde du livre. C'était juste un plaisir d'écrire. Et c'est mon grand-père qui m'a accompagnée sur l'écriture de mon premier roman et qui m'a dit bah, ce serait bien de l'envoyer en maison d'édition. Mais j'avais vraiment aucune idée de ce métier-là. Et donc mon premier roman se retrouve publié. Je me retrouve dans une maison d'édition qui s'occupe pas forcément de mon livre. Donc j'apprends par moi-même à le vendre, à aller en salon, à découvrir d'autres auteurs, d'autres maisons d'édition. Et je me passionne vraiment à fond pour ce métier. Et donc là, ça fait maintenant 10 ans que je suis auteur et que je parcours les salons en France et en Belgique. Et ça fait 2 ans que j'ai ouvert Diamant Édition, une maison d'édition qui fait des livres adaptés 10 parce que je suis aussi dyspraxique. Donc pour moi, c'était important de pouvoir rendre la lecture accessible. Ok, ok. Voilà, plein de questions qui vont se soulever doucement. Je rappelle aussi aux membres qu'ils peuvent poser leurs questions dans leur chat et qu'elles vont être collectées par Mag pour la session qui sera réservée à vos questions juste après. Pour ma part, je vais continuer avec mes questions. Donc la deuxième question qui me vient, c'est ce que tu as fait comme parcours professionnel, parce que justement, tu mentionnes que tu as eu 10 ans d'expérience dans le monde du livre. Est-ce que tes études supérieures étaient dans ce domaine-là ou pas du tout Voilà. Pas du tout. Moi, je suis quelqu'un qui est allé directement sur le terrain. Euh, Bah justement, avec la dyspraxie, c'était très compliqué à l'école. J'ai eu un parcours scolaire assez compliqué, assez dur. J'ai arrêté l'école à 16 ans pour partir en formation de comédie musicale, parce que c'était une de mes premières passions aussi. Tout ce qui était expression artistique m'a toujours plu. Quand j'étais en seconde au lycée, j'avais l'option au cave qui est cinéma et qui me plaisait aussi beaucoup. J'ai arrêté à 16 ans parce que c'était compliqué avec ma dyspraxie. Et en plus, j'ai un papa qui est tombé malade et j'ai perdu mon père à ce moment-là. Donc j'ai tout lâché et je suis partie à Paris pour vivre mon rêve de comédie musicale. Et puis bah, avec la dyspraxie, c'était compliqué aussi parce que problème de coordination des mouvements, en fait, la dyspraxie. Et donc, je faisais de la danse depuis toute petite, donc ça ne se voyait plus, ni en modern jazz, ni en classique. Mes notes étaient très bonnes, mais pas du tout en claquette. C'était une nouvelle matière pour moi et il fallait être bon partout. Donc, je me retrouve à pas pouvoir valider cette année-là et de soit devoir redoubler, soit devoir repartir, sachant que c'était une école qui coûte très cher. Je savais que c'était compliqué financièrement pour ma mère, je pouvais pas lui demander une année de plus. Donc je repars un petit peu, donc je suis normande, je repars en Normandie, un petit peu le cœur lourd. Et puis en même temps arrive cette joie que mon premier roman ait pris. Donc là, je me lance sur cette deuxième passion et je pars en salon, découvrir sans trop savoir encore. Je me tâte, quoi. Je continue à faire des concerts aussi à côté, je continue à faire aussi du spectacle parce que ça fait partie de moi. Et puis finalement, je me prends vraiment de passion pour, euh, pour le monde du livre. Et en fait, j'apprends sur le tas parce que j'ai un premier éditeur qui s'occupe pas bien de mon livre. J'ai voulu en faire un deuxième en auto-édition. Du coup, pour découvrir un petit peu, essayer de démarcher les imprimeurs, imprimer moi-même mon livre, savoir si c'était possible de rembourser bah, ces frais que j'ai investis, si c'est possible d'en faire du bénéfice, essayer de gérer les réseaux sociaux. J'ai fait une petite formation des réseaux sociaux, j'ai fait une petite formation pour le site internet, j'ai fait plein de petites formations à droite à gauche. Et puis je rencontre sur ma route à un moment les éditions Le Héron d'Argent, avec qui vraiment ça match super bien. Et ils me prennent sous leur aile. Vraiment, c'est exactement ça. Je ne suis pas encore éditée chez eux.
on trouve un petit échange à se faire ensemble. Je distribue leurs livres de mon côté, donc moi, ça me permet de continuer cette expérience de vente. Et en même temps, j'ai une place sur les salons avec eux si je le souhaite, en échange de monter le stand, démonter le stand avec eux, et en même temps de recevoir des petits conseils sur les maisons d'édition, comment ça se passe, enfin, vraiment de découvrir plein de choses du métier. Donc, je fais pas mal de salons avec le Héron et j'apprends beaucoup de choses. Et puis en même temps, je suis éditée aussi dans une autre maison d'édition, les éditions du Dahu. Pareil, elle me prend aussi sous son aile et puis elle me prend en stage chez elle, donc j'apprends plein de choses. Donc j'ai tout appris en fait avec d'autres maisons d'édition partenaires et sur le tas. Et c'était très enrichissant. Et ces deux écoles, en fait, ce qu'on apprend à l'école et ce qu'on apprend sur le tas, c'est vraiment deux écoles. Et apprendre sur le tas, c'est quand même enfin, c'est indispensable en tout cas. L'école, ça peut être plus ou moins, on peut se former autrement en fait. Ça peut ouvrir des portes parce que forcément sur le CV ou choses comme ça, mais ça, en tout cas, de ne pas passer par ce cursus-là, ça n'enferme pas. Bien au contraire, on est assez nombreux finalement dans le monde du livre où on n'est pas passé par les formations qui sont classiques, on va dire. Ouais, en tout cas, c'est un parcours très riche et je pense que ça peut vraiment intéresser nos membres qui finalement désespèrent parfois. On en a qui sont intéressés par les filières éditoriales d'un point de vue plutôt professionnel ou pas. Et voir qu'on peut apprendre comme ça sur le tas, vraiment, c'est très, très enrichissant et ça leur donne un peu d'espoir et je pense aussi pour nous en tant qu'association de voir qu'on peut faire autant de choses en partant entre guillemets de rien. Alors je vais juste me permettre de rebondir sur une petite question que j'ai vue quand même dans le chat, c'est parce que tu en parles beaucoup, c'est quoi la dyspraxie? J'ai vu qu'il y a eu un début d'élément de réponse et voilà, si tu peux expliquer en quelques mots ce que c'est et en quoi ça t'impacte toi en fait d'un point de vue peut-être plus littéraire ou même dans le quotidien pour aider justement nos auditeurs à comprendre les difficultés par lesquelles tu as dû passer non seulement dans ton parcours professionnel mais aussi dans ton parcours littéraire en tant qu'autrice. Bien sûr. La dyspraxie fait partie des troubles 10. Donc les troubles 10, ça englobe aussi la dyslexie, les orthographies. Et donc les troubles sont des troubles associés. Donc très souvent, on n'est jamais totalement un seul 10. On a aussi des nuances des autres 10 qui font partie. Donc la dyspraxie, c'est vraiment concentré sur la coordination des mouvements. Donc là où ça me pose le plus de problèmes, c'est tout ce qui a été le sport, sport de ballon, le permis de conduire. Le permis de conduire, ça a été très compliqué pour moi. J'ai dû passer un permis automatique. Euh, Vraiment tout ce qui est la coordination des mouvements. Mais après, évidemment, on a comme des troubles associés avec les autres 10. Donc par exemple, même si c'est pas aussi lourd qu'une dyslexie, j'ai eu des problèmes aussi au niveau de l'apprentissage du français. Et donc, j'ai dû faire pas mal d'orthophonie pour pouvoir m'aider. Et j'aimais tellement écrire que pour moi, c'était horrible en fait de faire des fautes et de pas réussir à les repérer, pas réussir à comprendre. Et donc, j'ai passé beaucoup de temps en fait à faire de l'orthophonie pour pouvoir passer outre ce handicap et pouvoir repérer mes fautes. Ce qui m'a beaucoup aidé aussi, j'ai fait une formation qui s'appelle la relecture à l'envers. C'est Anne-Marie Guignard qui a créé cette méthode. Et pour moi, ça a été magique pour pouvoir repérer mes erreurs et pouvoir me corriger et progresser vraiment d'un seul coup grâce à cette méthode. Et un petit plus que j'aimerais rajouter par rapport au fait qu'on peut passer par un parcours atypique sans passer par un parcours classique. En effet, finalement, c'est pas du tout impossible, on peut le faire. Juste le petit truc que j'aimerais rajouter, c'est faut pas avoir peur de sacrifier tous ses week-ends et travailler comme un dingue. Ça, c'est non négligeable. Oui, oui, on a justement encore une membre qui est, il me semble, pas là ce soir et qui nous a justement permis d'entrer en contact avec toi, qui s'appelle Loki sur le serveur et qui nous répète sans relâche que l'édition... Oui, on aime Loki. Que l'édition, c'est du travail en permanence. Et même en tant qu'auteur, la communication, c'est hyper important. Et voilà, donc si vous avez un projet, ne le laissez jamais tomber. Allez jusqu'au bout si vous voulez y croire
on y croira, Plumet y croira avec vous. Voilà. Donc merci pour ta réponse au niveau justement de la dyspraxie. Je pense que ça a pu remettre sur les rails certains de nos membres qui peuvent connaître sans vraiment savoir en quoi ça consiste. Je vais rester un peu sur le sujet parce que justement je vois que le site de Diamant Édition est vraiment tourné autour de ça. Vous avez même un petit logo au-dessus de la bannière de votre site que justement c'est adapté aux troubles 10. Et moi ce qui m'intéresse c'est de savoir en quoi c'est adapté aux troubles 10. Donc on peut imaginer une police d'écriture sans sérif, un interligne qui est plus grand, ce genre de choses. Est-ce qu'il y a d'autres détails qui ont été mis en avant pour être adaptés à ces publics 10 ou c'est juste ça? Enfin voilà, comment vous gérez un peu le public 10 pour vous y adapter justement? Alors, le public 10, déjà, il y a les publics 10 qui continuent dans un parcours scolaire classique et le public 10 qui a vraiment des troubles très très lourds et qui, eux, sont en école spécialisée. Il y a des livres qui sont adaptés pour ceux qui sont en école spécialisée et pour qui c'est vraiment des troubles très très lourds et c'est pas notre branche. On les redirigera vers d'autres personnes. Nous, on est vraiment là pour les personnes 10 qui sont des personnes qui sont dans un parcours tout à fait classique, qui ont leurs difficultés, mais qui vivent dans une vie comme vous et moi. Et donc, pouvoir juste leur donner envie aussi de lire sans être en train de buter sur les mots, sans être en train de galérer. Et beaucoup qui décrochent à la lecture, notamment au collège, au lycée, parce que on leur donne des lectures compliquées qui ne sont pas adaptées du tout à eux. Et donc, très vite, en fait, ils vont prendre la lecture en grippe alors que finalement, quand on leur donne le bon livre entre les mains, ça marche bien. C'est juste trouver le bon truc. Donc déjà, ça passe en effet par la police d'écriture. Donc on a deux sortes de police, on a soit Open 10, soit Arial, et ça dépend vraiment des 10. Il y en a qui ont préféré Open 10 parce que c'est un peu plus gras au niveau de certaines lettres, et ça leur permet de différencier la lettre. Sinon, il y a Arial qui, elle, est plutôt une police très très simple, et il y en a qui vont plutôt préférer celle avec l'interligne aussi un peu plus grande. Et les autres adaptations, on en a plusieurs. Déjà, celle qu'on applique à peu près à tous nos romans aussi, c'est la dynamique du récit. Il faut que vraiment on ne s'ennuie pas parce que être 10, c'est aussi avoir des problèmes de concentration. Donc il faut vraiment que le lecteur soit accroché, happé et embarqué dans l'histoire. Pas des latences, pas des... Oui, de la description, mais pas des pages entières de description, perdre le lecteur. Si je peux donner un exemple, euh, Harry Potter et Tolkien. Voilà. Il y a vraiment voilà, à quel point on développe, on peut quand même développer un univers comme Harry Potter, donner des détails, et pourtant elle est quand même beaucoup plus dynamique que Tolkien, où là ça va être quand même plus lourd, plus dur, pour un public 10. Donc on est plutôt là-dessus, sur des chapitres assez courts, assez dynamiques, et on rajoute après d'autres trucs un peu spécifiques selon nos romans. Euh, un des romans qu'on a sorti, Victoire, celui-ci par exemple, il y a des flashbacks dans le passé. Donc pareil, la notion du temps peut être compliquée pour les 10. Donc on a mis une petite horloge qui tourne pour indiquer qu'on va passer sur une scène passée. Et pareil, des petits trous à la fin pour dire que hop, on revient au moment présent. Et c'est vraiment un code qu'on applique à chaque passage dans le passé. Comme ça, on repère ce code-là et on sait qu'à chaque fois qu'il y a ça, c'est ça qui se passe. Et donc, c'est beaucoup plus simple. Et aussi, au niveau du temps, comme ça se passait sur une année, c'était compliqué au niveau du calendrier, les mois où on en était. Il y a des 10 qui avaient du mal à ça, parce qu'on a un comité de lecture aussi de 10, ce qui nous permet de savoir quelles sont les problématiques à traiter. Donc, on a décidé de mettre une petite page avec un joli calendrier, en même temps dessiné, enfin illustration, avec le mois pour savoir où on en était. Et puis, il y a des illustrations aussi pour que ce soit joli, accrocheur, qu'on rentre encore plus dans l'histoire, que ce soit immersif. Encore un truc qu'on a fait, c'est des QR codes aussi pour celui-ci, où on flash un QR code et on se retrouve avec la musique qu'il y a dans le livre. Ok. C'est vraiment plein de pistes intéressantes et dont on n'a que très peu connaissance finalement dans les milieux de l'édition. Je pense qu'on est trop habitué aux éditions vraiment traditionnelles, de grands noms. Et finalement, il y a plein d'initiatives qui sont prises par des plus petites maisons d'édition. Donc vraiment, c'est... Moi, je trouve ça super enrichissant, d'autant que j'ai fait des études pour être prof, donc les publics 10, ça me connaît un peu, ça fait partie de ma formation.
Et j'ai toujours eu des difficultés à trouver des romans pour ces publics-là, ou même pour des publics qui sont parfois un peu moins friands de lecture. Et c'est assez encourageant finalement de voir que il y a des choses qui se font, et qu'à l'heure actuelle, on bouge encore pour ces publics qui sont parfois, enfin qui sont souvent en minorité, et qu'on oublie en tout cas un peu trop souvent finalement, et qui sont dégoûtés de la lecture pour pas grand-chose. Donc en tout cas, merci pour ton initiative, voilà, d'ouvrir en tout cas la lecture à tous les publics. Je vais passer à mes questions suivantes. J'ai vu que justement dans l'à-propos de ton site, enfin en tout cas du site de Diamant Édition, tu précisais que tu étais directrice de collection et plus éditrice. Est-ce que tu peux expliquer la différence entre les deux? Éditrice, c'est vraiment le choix final. En tant que directrice de collection, j'ai pu m'occuper vraiment de la sélection des manuscrits, être plus proche des auteurs pour pouvoir retravailler le texte, euh, et puis être là aussi sur les salons. En fait, très souvent, l'éditrice fait tout, sauf que là, du coup, on est arrivé à plusieurs parce qu'on s'est mis en association. Donc on a pu séparer un petit peu quelques rôles, comme vraiment l'éditrice, c'est elle qui va relire le manuscrit une fois que moi j'ai vraiment travaillé dessus, que la mise en page est faite, juste avant de l'envoyer à l'imprimeur, être sûre d'avoir sa validation. Elle va relire, elle va revérifier une dernière fois, et c'est elle qui va vraiment dire si oui ou non on doit travailler dessus. C'est elle qui va être là vraiment dans les grandes étapes. Quand je vais sélectionner, présélectionner des manuscrits avec le comité de lecture, et puis après je vais présenter lesquels manuscrits pourraient être intéressants. C'est elle qui va aussi valider cette étape-là. Et après, par exemple, pareil pour les salons. Je choisis des salons et je lui présente la liste des salons de l'année, ce que j'aimerais faire et tout ça. Et c'est elle qui va prendre les décisions finales. Ok, ok. Et justement, pour rester un peu dans cette lignée de collection, je vois que vous aviez trois grandes collections. Donc une collection qui est plus basée sur l'imaginaire, donc la science-fiction, la fantasy, le fantastique. Une autre sur la romance et une dernière sur le développement personnel. Euh, Pourquoi des branches, on va dire, si différentes et pas juste une spécialisation dans l'imaginaire ou juste une spécialisation dans la romance? Est-ce que c'est parce que vous avez beaucoup de manuscrits qui sont proposés dans ces trois branches? Est-ce que vous avez trouvé un moyen de les relier? Alors, du coup, j'ai créé Diamant Édition et quand j'ai créé Diamant Édition, je suis déjà partie sur les lectures que j'aimais bien. Et c'était ces trois lectures-là. Et donc, après, je me suis dit qu'en fait, il n'y avait pas de lien et en même temps, il y en a un quand même. Parce que très souvent, fantastique, on retrouve de la romance, assez souvent, ou aussi on peut retrouver, comment dire, pas du développement personnel à proprement parler, mais, euh, mais on va essayer de chercher à donner une morale en fait au livre. Et on va essayer de donner des clés, quand même des bonnes clés généralement dans le fantastique et la fantasy pour les personnes, sauf qu'on va dans le dark ou quoi. Mais du coup, il y a un lien aussi finalement avec le bien-être. Et comme c'est Diamant Édition, c'est aussi la pierre précieuse. Et donc, il y a les collections Rubis, Émeraude, Saphir. Et la pierre représente finalement super bien les trois collections parce que une pierre, ça a ce côté fantastique. On peut faire de la magie avec, il y a ce côté vraiment magique. Il y a le côté bien-être, il y en a qui l'utilisent pour la facette du bien-être. Et il y a aussi ce côté romance, parce qu'avec une pierre, c'est aussi ce qu'on offre, c'est aussi un bijou. Donc finalement, la pierre représentait super bien ces trois domaines que j'avais envie de présenter avec Diamant Édition. Les facettes du diamant. Je vois que ça rigole un peu dans le chat parce que chez nous aussi on a un fonctionnement avec, enfin on avait il y a quelque temps un fonctionnement avec ces trois pierres-là dont on a gardé des traces à travers notre concours de nouvelles qui s'appelle les Pluméades. Donc voilà, ils sont en plein dedans, donc c'est vrai qu'on leur dit Rubis, Saphir, Émeraude, ils sont partis. Ah, super. Oh, ce serait intéressant de découvrir les nouvelles sur la thématique des pierres. Allez, pareil, il y a un truc à faire là je pense, hein. Oh, Je c'est pense un qu'on sujet peut, de... ouais, on peut en toucher un mot à Mido. Il y a quelque chose. Et donc du coup, donc trois grandes collections. Est-ce qu'il y a à chaque fois un directeur différent par collection ou est-ce que tu diriges toutes les collections? Comment ça se passe à ce niveau-là? Je dirige les trois. Tu diriges les trois. Ok. Eh ben, je te souhaite beaucoup de courage.
Parce que ça doit quand même être 3 fois plus de travail finalement. C'est beaucoup de boulot. Bah, après, on reste une petite structure, donc on est vraiment à taille humaine. On n'est pas beaucoup. Il y a quelques bénévoles aussi, mais on est vraiment tout petit. Donc, en fait, on fait le travail dans une grosse maison d'édition où ça peut être 30, 40 personnes qui se divisent ce travail-là, quoi. Donc, c'est assez intense. C'est pour ça que j'ai dit. Mais en fait, le métier de auteur ou éditeur, à partir du moment où, en tout cas, éditeur ou directeur de collection, quoi, à partir du moment où on va dans une branche artistique et qu'on a envie d'en faire son métier, qu'on a envie d'essayer d'en vivre, parce que c'est quand même pas simple, on n'a pas d'autre choix que de travailler comme des dingues. Et ça, faut être prêt à ça. Ou alors, dans ce cas-là, on peut écrire et se dire que c'est un plus à côté de son travail. Mais si on a vraiment cette hargne et cette envie d'y arriver, c'est sacrifier ses week-ends, c'est sacrifier sa vie à côté aussi. Mes amis, je les vois 2, 3 fois par an. Voilà, c'est pas la première fois que Mathilde le dit. Non, on sacrifie pas les enfants, Eva. Mais voilà, sacrifiez un peu votre temps. Être auteur, c'est pas toujours évident et il faut être prêt à tout pour y parvenir. Justement, on parle de petites structures, donc j'ai vu que vous étiez sous un statut d'association, si j'ai bien tout compris. Comment ça se passe en termes de, je veux dire, de représentation chez les libraires, en termes de communication, de salon, ce genre de choses? Parce qu'on se doute que les grands noms, ils ont des places facilement, que ce soit en librairie ou en salon, et que leur communication, ça roule très facilement. Mais pour une plus petite structure, comment ça se passe à ce niveau-là? Alors, j'étais en entreprise individuelle avant de passer en association, puis après en association, quand on est arrivé à plusieurs diamants. Mais du coup, que ce soit l'un ou l'autre, j'avais vraiment peur du pas de l'association en me disant que ça allait fermer des portes. Et en fait, ça change pas grand-chose parce que c'est à peu près pareil que l'entreprise individuelle et quand on est une petite structure, qu'on soit entreprise individuelle ou association, on est un peu accueilli de la même manière. La seule différence pour l'instant que j'ai vue entre l'entreprise individuelle et l'association, c'est la problématique de la grande distribution. Après, il y en a qui font le choix, de toute façon en indépendant, de ne surtout pas mettre le pied dedans, et d'autres indépendants qui mettent le pied dedans, mais finalement, c'est pas le plus grand des ventes, enfin, c'est pas là où ils vont vendre le plus parce que ça rapporte pas grand-chose, parce qu'on n'est pas très connu, donc il n'y a pas plus de ventes que ça en librairie, avec quand même un gros pourcentage qui est pris et tout, donc c'est pas vraiment dérangeant en tant qu'indépendant de se passer de la grande distrib parce qu'on n'est pas encore prêt à vraiment envoyer du lourd à ce niveau-là. On a plein d'autres choses, d'autres aspects à travailler pour justement se préparer à l'après et passer le pas en entreprise et en même temps passer le pas pour aller en grande distrib. Mais sinon, le fait d'être petit, que ce soit petite entreprise ou être association, c'est compliqué. Au niveau des libraires, c'est même très compliqué. Je travaille quand même avec une trentaine de libraires. Les spécialités, ceux qui sont vraiment spécialisés romance ou alors imaginaire, tout ça, ça va. L'accueil est plutôt chouette et on peut parler assez bien. Dès qu'on arrive dans des librairies plus généralistes, même indépendantes, c'est un accueil très souvent froid, assez désagréable. On se fait un peu envoyer sur les roses quand on arrive, tout sourire avec nos bouquins et on se fait envoyer vraiment loin. Et j'ai eu des stagiaires aussi à la maison d'édition et ça fait partie du métier d'auteur de oser aller voir les libraires et de discuter avec eux et d'essayer de placer son produit. J'ai essayé d'envoyer aussi quelques stagiaires pour leur montrer un peu cet envers du décor. Et elles-mêmes, elles sont arrivées complètement, elles étaient et on me dit, mais c'est pas possible, comment ça peut être aussi désagréable de se faire envoyer sur les roses alors qu'on arrive, on n'est pas méchant, on n'est pas agressif, on nous dit oui, on nous dit non, bon, si on nous dit non, on part et puis c'est tout. Mais au-delà de dire non, c'est très souvent condescendant et très désagréable. Après, sinon, sur d'autres points, être petit, bah, le salon, oui, il y a des salons qui nous ouvrent les portes et d'autres qui nous enferment. Après, souvent, les gros salons sont pas forcément non plus à notre portée quand on est petit. Donc, ça s'équilibre aussi. Je pense que c'est bien d'installer ses bases, vraiment avoir pas vouloir. Enfin, on veut aller haut,
mais vraiment bien construire les bases pour pouvoir après basculer et te dire, ok, je vais pouvoir me permettre d'aller au Salon du Livre de Paris, d'investir vraiment un gros stand, enfin de sortir cette somme-là et d'être sûr de ne pas me retrouver avec les poches vraiment vides à la fin en ayant perdu beaucoup d'argent. Parce que généralement, on n'est pas très rentable, même en étant moyenne maison d'édition, on n'est pas forcément très rentable sur ce genre d'événement, mais au moins de ne pas être à une grosse perte. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ta réponse parce que je pense que on se rend pas compte non plus de la difficulté. Nous, on est déjà très triste en tant qu'auteur quand on se fait refuser par une maison d'édition. Finalement, on constate aussi que les maisons d'édition issues des refus, donc, donc ça va, ça compense dans la balance. À titre purement de curiosité, des noms de salons dans lesquels on peut vous retrouver, que ce soit en France, en Belgique, si on veut vous voir en physique. Alors, en tant qu'auteur, je suis au stand du Héron d'Argent à la Porte du Livre de Bruxelles. Peut-être à Livre Paris cette année sur le stand du Héron. Je suis à Normania en février à Rouen, le 8 et 9 février, c'est avec mon stand du coup Diamant Édition. Je suis au Salon du Livre de la Saucée près de Rouen le 9 mars. Je suis à la Japan NorthCon au Havre avec mon stand aussi le 5 et 6 avril. Et je donne un atelier d'écriture sur les mondes imaginaires. Ah, pour nos auteurs intéressés, notez-le, peut toujours vous être utile. Et j'ai le marché médiéval 1488, c'est en Bretagne, du 3 au 6 juillet. Et Voilà. sûrement Falaise le 9 et 10 août. Et pour l'instant, le reste, c'est en attente de confirmation. Je vous ai vraiment dit les dates quasiment sûres, sauf Lille Paris. Je ne sais pas encore si je le fais ou pas avec le Héron. Mais tout le reste, c'est des dates sûres que je viens de vous transmettre. Voilà. Mais en tout cas, moi, je serais ravie de vous voir sur le stand de Bruxelles, puisque je suis originaire de Belgique. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de retourner à la foire du livre de Bruxelles. Dans tous les cas, pour les dates, j'ai vu que vous aviez un onglet agenda sur votre site. Donc si vous voulez retrouver les dates pour, en tout cas, Diamant Édition, ce sera sur le site. Et pour le Héron d'Argent, je suppose que ce sera sur le site du Héron d'Argent. De toute façon, pour nos membres, on a une interview avec Héron d'Argent qui est prévue prochainement. Donc on vous en reparlera d'ici là. Il n'y a pas de souci. Je vois que le temps file, donc moi je vais continuer avec mes petites questions avant qu'on passe aux questions des membres. Voilà. J'ai vu que vous aviez vos soumissions qui étaient ouvertes à l'heure actuelle sur votre site. Comment ça se passe après la soumission? Si on a un dossier complet, qu'il est accepté, comment ça se passe après? Qu'est-ce qui se passe avec notre manuscrit, notre petit bébé qu'on vous envoie par mail? Il y a un délai à peu près 6 mois de réponse, parce que du coup, on est plusieurs à le lire. Il y a un comité de lecture. Et donc, le comité de lecture me remplit aussi une fiche. Et moi, je lis généralement vraiment le début. Déjà, si ça rentre bien dans la collection, je regarde si les informations que j'ai reçues, il y a vraiment toutes les informations, le résumé, voilà, être sûr que ça rentre bien dans ce qu'on recherche, cette première sélection-là. Et puis après, moi, je passe au comité de lecture qui, eux, vont vraiment plus approfondir. Et s'ils sont intéressés, moi, je passe vraiment à la lecture complète. Et là, je valide avant de l'envoyer après à la présidente de l'association qui, elle, revalide derrière le projet. Et là, après, je mets un petit mail pour dire si c'est OK ou pas. Et quand c'est pas OK, bah, ça dépend à quelle étape on est. Mais si l'étape était assez longue et que j'ai eu assez de retours de la part des lecteurs, je fais un petit retour quand je peux. J'essaye de faire un retour construit. Je peux pas toujours le faire, mais quand j'ai ce qu'il faut pour le faire, je le fais. C'est aussi important de mentionner que les maisons d'édition ont beaucoup de travail, surtout dans les petites structures. Et donc pour nos très chers auteurs qui malheureusement essuient des refus, ce n'est pas toujours évident de connaître les raisons précises et d'avoir un retour précis sur les raisons du refus. En tout cas, merci beaucoup pour tes réponses. Finalement, on est sur presque un fonctionnement de maison d'édition, on va dire, de grande taille, puisque les comités de lecture, on retrouve surtout ça dans les grandes maisons d'édition, j'ai l'impression. Il est composé donc de personnes avec des troubles 10, tu l'as dit tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a aussi des lecteurs,
enfin en tout cas des lecteurs, je vais dire, plutôt typiques. Oui, aussi. Oui, c'est assez mixte. Et puis bah, après, c'est des bénévoles aussi, donc c'est pour ça le temps peut être long aussi de réponse parce que le comité n'est pas rémunéré, moi non plus, hein, toujours pas hein, dans la maison d'édition non plus. Hein, donc forcément, ça prend du temps parce que c'est aussi sur leur temps perso qu'ils prennent ce temps-là. Et une petite chose que je peux dire aussi importante au niveau des auteurs, je sais que nous, on le cherche beaucoup et le Héron d'Argent, je travaille avec eux, je le sais que c'est pareil. On cherche des auteurs dynamiques et qui bougent, et que c'est hyper important. Enfin, on aime les voir sur les réseaux sociaux, mais pas que, aussi voir que bah, si en discutant, est-ce que vous êtes OK pour faire des salons, pour bouger et tout ça, on est carrément plus partant parce que quand on a un auteur qui ne veut pas du tout faire la promotion de son livre. Quand on est une petite maison d'édition indépendante, c'est catastrophique pour nous parce que on peut pas réussir à sortir, à vendre, ne serait-ce que le premier tirage, ça devient très compliqué. J'ai déjà eu les deux cas et c'est vrai que ça fait toute la différence. Mais après, c'est important de trouver une maison d'édition qui vous propose aussi des salons parce que j'ai été dans des maisons d'édition qui ont fait absolument pas la promotion de mon livre et qui se démenaient pas non plus de leur côté. C'est valable dans les deux cas. Il faut trouver une maison d'édition qui est là, qui bouge, qui a des choses à vous proposer. Ça, c'est le petit message que je peux vous laisser. C'est celui-là. C'est un travail qui se fait en commun entre la maison d'édition et l'auteur et il y a cette confiance et ce besoin de travailler ensemble pour pouvoir s'élever ensemble. Oui, donc c'est vraiment hyper important. On essaie aussi d'en parler, nous, sur le serveur, parce que ben, on a aussi des auteurs qui sont pas forcément partants pour les réseaux sociaux, soit parce qu'ils aiment pas, soit parce qu'ils ne connaissent pas. Et finalement, voilà, c'est important aussi d'avoir finalement je veux dire, une sorte d'autorité, puisqu'une maison d'édition, ben, pour un auteur, c'est une forme d'autorité, qui mentionne à quel point c'est important la communication, la présence sur les salons, l'envie de s'investir, parce que ben, finalement, oui, vous avez donné vos tripes à une maison d'édition, et oui, elle vous le met en page pour que vous puissiez le vendre, mais c'est quand même à l'auteur de faire une partie du travail euh, pour offrir la meilleure postérité à son récit. Donc, en tout cas, encore une fois, merci pour toutes tes précieuses réponses. Je propose qu'on passe maintenant aux questions des membres dans le chat. Donc je vais reprendre la liste que Mag m'a confiée. Il y en a des questions. Je vois qu'il y en a beaucoup. Alors, il y en a une qui concerne, je vais dire, l'écriture plus personnellement. Donc c'est de savoir comment tu as réussi à passer outre ta dyspraxie pour écrire justement. En fait, l'écriture, ça a commencé à 14 ans quand j'ai commencé à écrire mon premier roman et c'était mon échappatoire. Donc ça se passait mal au collège et tout ça. Et finalement, c'était mon refuge, c'était l'endroit où je me sentais bien. J'adorais lire aussi, donc m'évader dans des univers imaginaires, c'était hyper important pour moi, surtout à ce moment-là. Donc en fait, ça a commencé par être un refuge. Après, sur la question plutôt pas imagination ni rien du tout, mais vraiment purement orthographe, on va dire, ça a été de faire énormément d'orthophonistes et puis cette méthode de relecture à l'envers de Anne-Marie Gagnard dont j'ai parlé tout à l'heure, qui m'a beaucoup aidée aussi. Ok, voilà. Je sais que c'est une personne en plus qui est concernée par la dyspraxie, il me semble, qui a posé la question, donc j'espère que ça l'aidera. Alors, question suivante. Est-ce que tu t'es fait, approcher par des établissements scolaires pour promouvoir ta maison d'édition et sensibiliser les jeunes à cette possibilité de lecture adaptée ou pas? Oui, tout à fait. Et j'aimerais pouvoir développer ça davantage, mais c'est vrai que je suis tellement débordée que j'ai pas trop eu le temps encore de le faire. Mais sans le faire de mon côté, sans faire la promotion et sans en parler, j'ai des demandes qui tombent quand même un peu. Donc c'est cool, ça veut dire qu'il y a de la demande et que si à un moment je prends le temps de pouvoir explorer un peu plus ça, ça pourrait vraiment marcher davantage. Et je fais des conférences, des ateliers d'écriture. Oh, petit chat, trop bien. Je suis désolée, nous sommes sur un squattage de qualité. La Raouette. Je t'en prie, tu peux continuer. Je sais plus où j'en étais du coup, la tête du chat m'a perturbée. Je suis vraiment désolée. Pas de soucis.
J'en étais sur des conférences et je fais des conférences, des ateliers d'écriture dans les collèges, les lycées, parler du métier d'auteur, d'éditeur, et ça me passionne. En plus, j'adore. Franchement, pouvoir transmettre ma passion, c'est un truc. Enfin, normalement, j'ai 1 heure et demie, je pourrais y passer 2 heures, et c'est plus à moi de bon, bah, le cours va bientôt se finir, alors je m'arrête, quoi. Mais sinon, moi, je déborde sans problème parce que j'aime ça. Et c'est vraiment ça qui est beau, c'est de pouvoir justement aller vers les publics finalement, puisque Diamant Édition, elle s'adresse aussi en plus à un public encore plus particulier que les lecteurs. Donc c'est encore mieux finalement de pouvoir aller à la rencontre de ces publics et de leur dire, en fait, vous avez un trouble 10, mais vous n'êtes pas tout seul, vous pouvez avoir accès à une littérature qui est adaptée à vos besoins. Enfin, moi vraiment je trouve ça admirable, et je sais aussi que notre très cher président sera du même avis, puisque il fait des études en psychologie, et donc ce sont aussi des choses qu'il a vues. Moi, ce qui est génial, c'est de recevoir un message de lecteurs 10, et j'en ai eu plusieurs, et qui nous disent j'ai raccroché à la lecture, c'est génial, j'ai adoré, enfin, un livre qui me plaît, enfin, à chaque fois qu'on a ces retours-là, c'est super plaisant, quoi. Et puis en même temps, ce genre de livre ne ferme pas la porte non plus aux autres lecteurs, ça peut être vraiment pour tout le monde, du moment qu'on a aussi envie d'être dans une lecture plaisir sans trop se prendre la tête non plus. Pour les pannes de lecture, je le recommande aussi beaucoup. C'est vrai que ça a sauvé aussi certaines pannes de lecture. Donc finalement, c'est pas que fermé aux 10, et en même temps, ça aide quand même à être accessible à tous. Oui, c'est vrai, parce que j'ai aussi encore une fois parlé de mon expérience. J'ai fait un stage en bibliothèque, puisque je fais des études aussi pour être bibliothécaire. Et finalement, on a aussi des ouvrages grand format, donc qui respectent un peu cette volonté d'être ouvert aux troubles 10. Et il y a même des gens, je veux dire, qui n'ont pas de difficultés, qui ne sont pas avancés en âge, parce qu'en général aussi c'est des lectures qu'on conseille pour les personnes plus âgées, et qui parfois prennent ce genre de livre juste pour une lecture posée, reposée en fait, parce que c'est moins prenant qu'une lecture où on va avoir une interligne de 1,5 avec une police 10 comme on retrouve dans la plupart des ouvrages. Finalement, c'est beaucoup plus libre, beaucoup plus calme pour les yeux et pour l'esprit d'avoir ce genre de livre un peu plus aéré. Et c'est ouais. Enfin, en tout cas, moi, je suis totalement pour ce genre de format. Je pense que ça devrait se diversifier davantage. Alors, question suivante. Et honnêtement, j'y ai pensé aussi. C'est de savoir si vous adaptez aussi des romans, on va dire, normaux pour le public 10, ou si c'est seulement des romans originaux. Donc, à savoir, est-ce que vous rééditez des ouvrages qui sont déjà parus pour les réadapter au niveau de la mise en page, ou vous vous contentez, entre guillemets, uniquement des nouveaux ouvrages qu'on vous envoie en soumission? Pour l'instant, on est toujours sur des nouveaux ouvrages, plutôt. Parce que ça prend déjà beaucoup de temps, j'imagine. Il y a déjà pas mal à faire avec les nouveaux ouvrages. Je comprends totalement. Mais voilà, si un jour quelqu'un a envie, je pense qu'il y a moyen de faire comme des éditions poche, mais finalement des éditions pas poche, qui seraient adaptées à des publics 10, ou qui ont besoin d'un certain confort de lecture. Alors, une autre question, c'est de savoir si vous adressez à tous les publics, donc à savoir les adultes et les enfants, ou seulement aux adultes, ou seulement aux enfants. Aux young adultes et adultes. Donc, à partir de 12-13 ans, on publie à peu près Harry Potter, jusqu'à après n'importe quel âge. Voilà. Donc, pour ceux qui ont un manuscrit à soumettre, sachez-le. Ça peut toujours être intéressant, même si vous voulez acheter un ouvrage chez Diamant Édition. On n'a pas encore sélectionné de manuscrit pour l'année 2026. On va commencer à se pencher pour 2026. Bon, jamais. Si vous voulez envoyer vos manuscrits, c'est le moment. Je dis ça, je dis rien, mais il y a une gigaperche qui vient d'être lancée. Hein. Alors. Je précise. Je vois. Alors, si vous adaptez des romans, est-ce que vous adaptez aussi des BD? Ça, je suppose que c'est une question de notre très chère Lynn, qui est férue de bande dessinée.
Et c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de romans papier avec uniquement du texte. Est-ce qu'il y a aussi des bandes dessinées ou pas encore? Est-ce que c'est en projet? Est-ce que... Non, pas de bande dessinée pour le moment, vu qu'on a déjà les 3 collections, c'est déjà pas mal à gérer. On n'a pas une collection encore bande dessinée, peut-être un jour, qui sait, mais en tout cas, c'est pas dans les projets tout de suite. Mais je sais que juste pour ma part, auteur, on en a déjà parlé avec d'autres illustrateurs qui font des BD, tout ça. C'est peut-être pas impossible en projet personnel plutôt, en tant qu'auteur, avec notre maison d'édition. C'est pas impossible que ça arrive. Ok. Bon, mais pas de bande dessinée pour le moment, mais un jour peut-être, on espère, peut-être dans une autre maison d'édition. Mais en tout cas, la porte est toujours ouverte. Alors, je continue la liste des questions. Ah oui, alors, Oui, ça. j'essaye de Bon, relire. Ok. Est-ce que les romans que vous publiez, ils sont initialement prévus pour les publics 10 ou est-ce qu'il y a une demande auprès de l'auteur pour savoir si il est ok que le manuscrit soit adapté au public 10? On est une maison d'édition qui propose des livres adaptés 10, donc si un auteur n'a pas envie que son livre soit adapté 10, c'est pas à nous qu'il faut l'envoyer. ok, c'est cool. Voilà, au moins ça a le mérite d'être clair, mais c'est vrai que dans une maison d'édition qui se veut 10, le livre sera d'office mis en page. On suppose bien évidemment qu'il n'y a pas de modifications au niveau de l'intrigue, de raccourcis, de texte abrégé. Donc voilà, si on vous soumet un manuscrit qui est par exemple trop long ou trop à la Tolkien, vous n'allez pas l'accepter. Oui, après, ça se peut qu'on ait vraiment un coup de cœur sur un livre et qu'il y ait quelques modifications, qu'on suggère des modifications. Après, l'auteur prend ou prend pas. On a déjà eu le cas de plusieurs auteurs. Il y a le cas où on envoie voilà, le retour des bêta-lecteurs de ce qui aurait besoin d'être retravaillé pour être adapté à un public 10 ou même tout simplement, même une maison d'édition qui demande des changements à un auteur, c'est assez courant. Euh, et donc, il y en a qui nous disent oui, il y en a qui nous disent non. Et puis, il y a des choses qui sont tout à fait entendables et négociables et d'autres un peu moins par rapport à notre public ou par rapport à nos besoins. Mais on a toujours un discours assez ouvert aussi avec les auteurs pour, euh, pour pouvoir faire au mieux pour le public et en même temps pour ne pas dénaturer non plus la plume de l'auteur. C'est pas le but. Et c'est pour ça que si vraiment c'est trop complexe pour notre public, on va préférer dire non que dénaturer totalement l'œuvre de l'auteur. Voilà, je pense que c'est aussi rassurant pour nos auteurs qui auraient peut-être envisagé de soumettre un manuscrit à Diamant Édition et qui se rendent compte que finalement il convient peut-être pas forcément de se dire qu'il aurait pu être potentiellement dénaturé. Sachez-le, c'est pas le cas. On le rappelle aussi, les éditeurs, ce sont pas vos ennemis, ce sont pas vos dictateurs. Il y a toujours un discours qui se fait entre l'éditeur et entre l'auteur. Et si on n'a pas fuyé, généralement c'est que c'est pas bon signe. Mais en général, il y a toujours un discours entre les deux pour que ça se passe au mieux et que tout le monde trouve un terrain d'entente. Voilà. Je vais passer encore, parce qu'il y en a quelques-unes des questions, donc je vais passer à la question suivante. Non. C'était de savoir si vous mettiez un logo ou un signe sur la couverture pour indiquer que c'est 10 friendly, entre guillemets, ou pas du tout. Je pense qu'il y a eu des photos qui ont été envoyées comme Oui. preuve. Il y a une photo qui est passée, mais bon, j'ai laissé la question quand même pour confirmation. Et enfin, dans ce cas-là, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des critères spécifiques? Enfin, comment ça marche en tout cas pour appliquer ce logo directement sur les livres en eux-mêmes? Il y a un logo avec la police Open 10 et comme on est passé aussi sur Arial, maintenant on a créé notre propre logo. Ça n'a pas encore changé sur notre site internet, mais sur les manuscrits qui sont avec Open 10, on a l'ancien logo. Mais là, avec ceux qu'on a passés en Arial, on a notre logo. Et donc, c'est marqué aussi adapté 10 avec le logo. Il y a l'ancien que j'ai juste derrière. Ah oui, c'est celui-là du coup, oui. Voilà, donc ceux qui se posaient la question.
Vous savez maintenant qu'il y a également un logo pour reconnaître ces ouvrages. Alors, il y a une Alors, question que je ne suis pas certaine de comprendre, donc je demanderai confirmation à la personne. Est-ce que vous comptez ouvrir vos jolies pierres? Pour le coup, je pense à de l'historique par exemple. Je suppose élargir vos horizons de genre, de type de livre et ce genre de choses ou pas. Pas pour le moment, parce qu'on a déjà beaucoup de boulot avec les 3 collections. Un jour peut-être, mais ça, pas fermé à ce que ça se développe, hein, et au contraire, si ça se développe, ça veut dire qu'on grandit aussi et ce serait super. Mais pour l'instant, on est déjà bien occupé avec 3 collections. Et après, quand je vois historique par exemple, si, s'il y a aussi de la romance, ça peut rentrer dans notre collection Ruby aussi. Ça dépend. Il y a plusieurs styles qui peuvent rentrer plus ou moins dans ces cases-là, malgré tout, en ayant plusieurs étiquettes. Oui, on pense notamment aux uchronies qui réécrivent une partie du passé pour donner un futur potentiel, qui peuvent également entrer dans les romans de l'imaginaire. Donc finalement, les genres ne sont jamais bien fermés. Il suffit de voir un peu où vous vous dirigez. Alors, une autre question qui va être extrêmement intéressante, je pense, pour nos auteurs, c'est de savoir si les éditeurs partagent les fiches de lecture des comités aux auteurs, même en cas de refus. Alors, pas la fiche en elle-même, mais les retours que je vais trouver constructifs et intéressants. Parce que après, si c'est juste j'ai pas aimé ou j'ai aimé, je trouve que ça n'a aucun intérêt même pour l'auteur en fait. Donc ça c'est un avis tout à fait personnel et je trouve pas intéressant de leur partager ça. Parce que ça peut être pas cool du tout d'entendre qu'on n'a pas aimé ce récit alors que finalement c'est juste un avis totalement personnel. Donc je vais vraiment plutôt prendre, s'il y a des choses intéressantes, je vais vraiment prendre ces choses-là pour le partager. Après, comme j'ai dit, ça dépend de ce que me répond mon comité et de ce que je peux leur partager derrière et puis aussi du timing, au moment auquel ça tombe. Donc, ouais, c'est toujours un peu au cas par cas finalement, hein, mais tant que vous pouvez, c'est ça aussi l'avantage dans les plus petites structures, c'est que tant que vous pouvez, vous communiquez les retours, ce qu'on n'a pas forcément, en tout cas dans nous, les retours qu'on entend de certaines grandes maisons d'édition, les retours sur manuscrits sont assez rares. Alors, une autre question, c'est de savoir comment vous avez trouvé autant de personnes 10 pour faire le comité de lecture. Et je pense qu'il y a une question qu'on peut ajouter avant ça, c'est combien de personnes 10 il y a finalement dans votre comité de lecture? On est un petit comité, il n'y a pas grand monde, on est 5-6 bénévoles dedans, moitié 10, moitié pas 10. Voilà. Donc on rappelle, on n'est pas sur les grandes maisons d'édition comme Hachette qui ont l'occasion d'avoir peut-être 40 personnes en comité de lecture. On est sur des tailles plus humaines. Mais voilà, on a une moitié de personnes, 10, donc ce qui est déjà honnêtement un bon nombre pour avoir un point de vue suffisamment neutre. Alors, une question, encore une fois très intéressante pour nos auteurs, c'est de savoir quel effort est demandé par l'auteur ou l'autrice. Parce que plusieurs d'entre eux ont des hommes, des femmes, des enfants, le boulot, et que c'est assez compliqué d'avoir du temps libre. C'est vrai que quand on est, par exemple, mère, père, etc., qu'on a une famille qui... Oui, c'est parce que tout était au pluriel dans la question. Quand on a une famille complète, un travail, ce genre de choses, c'est assez compliqué de trouver du temps libre. Comment on peut aménager ça pour les personnes Alors après, ça dépend des maisons d'édition par rapport à l'ambition. Et généralement, quand une maison d'édition se donne pas mal, a envie forcément d'avoir un auteur qui se donne pas mal aussi. Après, je pense personnellement pas être forcément méga exigeante non plus là-dessus. Par exemple, dans le contrat d'édition, c'était quelque chose que j'ai voulu ajouter. La mention de demander à l'auteur d'être présent sur des salons. Je demande 6 dates par an, donc je trouve que 6 dates, ça peut se trouver. Voilà, ça peut être une date de dédicace, comme ça peut être un week-end de salon, enfin voilà.
mais au moins 6 représentations par an pour pouvoir présenter son livre. Après, avoir une page sur les réseaux sociaux à entretenir tous les jours et tout ça, je peux comprendre que ce soit compliqué. Une publication de temps en temps, on peut programmer, il y a des outils, il y a plein de choses. Et après, je suis pas, par exemple, un auteur qui me dit je sais pas trop comment faire. Je suis pas fermée non plus à l'idée de lui montrer et tout ça, du moment qu'il y a de la bonne volonté. Après, j'ai déjà édité une auteure où ça ne matche pas plus que ça et son livre ne marche pas plus que ça par rapport aux autres. Enfin, même c'est un flop, mais je peux rien y faire en fait. Parce que si l'auteur ne se démène pas aussi pour la promotion, les gens ne voient pas la personne. C'est tellement différent en fait que quand il y a quelqu'un qui vient sur le stand, quand j'ai un auteur qui est sur le stand, Normania, tout ça, bah, c'est des livres qui partent beaucoup dans ces événements-là. C'est vraiment des moments hyper importants. Et donc après, il n'y a pas vraiment d'intérêt, entre guillemets, ni pour l'éditeur, ni pour l'auteur, de se retrouver avec un manuscrit. Enfin, l'éditeur va quand même miser une somme assez importante sur le manuscrit. Donc s'il galère à pouvoir rembourser cette somme-là, c'est compliqué. Et pour l'auteur, bah, lui dire qu'il y a eu 10 livres qui ont été vendus dans l'année, c'est pas fou non plus, quoi, non plus pour lui. Donc il y a vraiment besoin de ce travail en duo. Et puis après, ça rebondit en fait sur les réseaux et sur les autres salons en disant ah bah oui, l'autre fois, ma copine elle a pris celui-là, l'auteur était là, oh bah moi j'ai bien envie de prendre le mien. Enfin, c'est en fait, ça fait vraiment toile d'araignée. Et s'il n'y a pas cet effet toile d'araignée, c'est très compliqué. Oui, c'est vrai. Pour tous ceux qui sont allés sur des salons, je pense qu'ils le savent très facilement. Enfin, en tout cas, moi, dès que je vois les auteurs, j'ai une petite tendance à vouloir une dédicace et donc j'ai une petite tendance à vouloir acheter tous les livres qui sont disponibles. Oups. Mais c'est vrai qu'il y a cet effet-là qui fonctionne pas mal. Et puis même au-delà de ça, il faut aussi le préciser, c'est qu'au-delà des présences sur les salons, il y a des petites actions qu'on peut faire tous les jours de chez soi sur les réseaux sociaux qui permettent également d'avoir une communauté, également de faire connaître l'ouvrage et qui ne nécessitent pas de se déplacer tous les jours après son travail. Donc voilà, avec un peu d'organisation, de bonne volonté et d'huile de coude, je pense qu'on peut s'en sortir. En tout cas, ce qu'il y a vraiment de primordial et que tu mentionnes régulièrement, c'est le contact et la volonté. Donc le contact avec l'éditeur et l'auteur et une bonne organisation. Donc voilà, pour tous les parents ou alors même ceux qui ont une famille nombreuse, sachez-le, c'est possible. Rien n'est impossible. Je pense qu'on va le noter comme ça, rien n'est impossible. Rien n'est impossible, je suis bien d'accord. Alors, il y a encore une question, c'est de savoir si tu vis de ton métier ou est-ce que tu as un autre emploi à côté. Je pense qu'avec le nombre d'heures de travail que tu dois avoir à la journée, voire à la semaine, je pense qu'on peut aisément confirmer que c'est ton seul métier, mais on sait jamais. C'est mon seul métier, mais non, je n'en vis pas encore. Si en vivre, ça veut dire ne serait-ce qu'avoir un SMIC, non, ce n'est pas le cas. Parce que je jongle aussi entre ma casquette de directrice de collection et d'auteur. Mais du coup, directrice de collection, rien du tout, hein. Vraiment, pour l'instant, ça fait que 2 ans que l'association, enfin, entreprise individuelle, tout ça, la maison d'édition en diamant existe. Donc, c'est vraiment trop court pour pouvoir se sortir un salaire pour le moment, même petit. Euh, et en tant qu'auteur, il y a une belle progression au fur et à mesure des années, mais encore très précaire. Mais ça, c'est assez connu que la situation des auteurs est assez précaire. Oui, je pense C'est là que... où tu dis qu'il y a encore un sacré mental quand même. Ouais, Pour tenir 2 ans avec sans revenu et tout. Enfin, il faut process quand même le truc de te dire dans ta tête, j'aurai pas de revenu de toute façon, quoi qu'il arrive, quoi. Donc, continuer sur la même lancée et tout, ça demande une sacrée détermination. Mhm. Oui, bah après, avant d'ouvrir Diamant Édition, je travaillais à côté. Après, j'ai toujours eu besoin de travailler dans des trucs qui me plaisaient quand même un minimum et qui finalement m'apprenaient beaucoup de choses. J'ai fait par exemple, j'ai été hôtesse, donc là, c'était vraiment faire plein de missions différentes pour guider les gens lors des conférences, de passer le micro, de pouvoir aller dans des soirées et puis garder des enfants. C'était plein de missions diverses et variées. Et vraiment, ça a été hyper enrichissant parce que très souvent, en fait, c'était être au contact des gens et discuter avec eux. Et quand j'avais commencé à faire ça, j'étais au tout début, mon premier roman venait de sortir. J'étais très timide, j'avais beaucoup de mal avec le contact des gens, discuter avec des personnes que je connaissais pas. Et donc, quand j'étais en salon, c'était horrible pour moi derrière ma table
de me dire ah, faut que j'aille vers les gens parce que les gens vont pas venir vers moi en fait. Et vraiment, ce petit job-là, ça m'a beaucoup aidé. Sinon, j'ai fait aussi tout ce qui est d'animation avec colonie de vacances, tout ça. Et ça aussi, ça m'a beaucoup plu aussi, surtout au niveau des ados. Les enfants, je me suis rendu compte que c'était un peu moins mon truc. Mais par exemple, ça a pu affiner un peu le fait que je m'entendais très bien avec les ados et que j'adorais transmettre des passions et l'envie de faire des animations, ateliers d'écriture après avec les collèges et lycées. Donc de me diriger de plus en plus toujours sur ma voie, de m'enrichir au niveau de mon parcours. Et en même temps, ça me permettait aussi d'être libre. J'avais vraiment trouvé le job qui me permettait de choisir, entre guillemets, mes horaires, mes missions et avoir mes week-ends de dispo pour pouvoir être en salon, de pouvoir, si à un moment c'était même un salon sur 4 jours, comme la Foire du Livre de Bruxelles, pouvoir dire, bah non, je travaille que le lundi, mardi, et puis mardi soir, hop, vite, je vais à Bruxelles pour le salon. Donc j'ai toujours essayer de faire en sorte que ça ne pénalise pas mon métier d'auteur, tout en pouvoir se nourrir et mettre du beurre dans les épinards. Mais en même temps, j'ai mis aussi beaucoup d'argent de côté pendant tout ce temps-là. À chaque fois que je travaillais, j'ai toujours fait attention aussi financièrement parce que comme je ne gagnais pas un salaire, c'était compliqué. Donc j'ai toujours fait vraiment attention pour pouvoir économiser et pouvoir me permettre de lancer Diamant Édition en me disant bon là je vis vraiment que de mes droits d'auteur. Heureusement ça grimpe un petit peu, mais c'est clairement pas un salaire ne serait-ce qu'un SMIC. Mais en tout cas, merci pour ta réponse, je veux dire, très honnête finalement, parce que c'est des questions qui sont parfois un peu, on va dire, que les auteurs, les éditeurs évitent un peu. Donc c'est vraiment chouette de pouvoir avoir une réponse aussi honnête et précise. Et c'est vraiment impressionnant tout ce parcours que tu as eu. Je pense que les membres de notre interview vont être pas mal d'accord avec moi. D'autant qu'on le sait et on l'entend aussi au niveau de l'auto-édition, que c'est très compliqué, qu'il y en a beaucoup qui continuent à travailler à côté. Mais bon, pour une maison d'édition, c'est compliqué d'envisager de continuer à travailler à côté. Donc franchement, félicitations. Moi, je suis abasourdie. Je suis vraiment en admiration totale devant tout ce que tu as pu accomplir et je pense qu'on l'est tous un petit peu. Vraiment. Donc voilà. Ça a toujours été la passion qui était le plus important pour moi, peu importe les sacrifices en fait à côté. C'est un choix de vie. C'est pour moi, vraiment le sacrifice pour moi, ce serait plutôt d'aller travailler dans quelque chose qui ne me plaît pas du matin au soir et d'avoir juste mes week-ends pour pouvoir écrire un petit peu et puis voir mes amis et puis recommencer la semaine et au final avoir écrit 2 pages et pas avoir fait, pas avoir l'impression de me sentir accomplie dans mon métier, sachant que c'est quand même énormément de temps qu'on passe au boulot. C'est quand même dans on va dire, métier lambda où on compte pas comme là où on compte pas les heures, mais plutôt 35 heures, on va dire, semaine. 35 heures semaine, déjà dans mon métier, moi je connais pas, c'est beaucoup plus, mais 35 heures semaine quand même dans quelque chose qu'on n'aime pas, pour moi, ce serait là le véritable sacrifice et la véritable difficulté. Je préfère être largement à faire beaucoup plus d'heures, mais et gagner beaucoup, beaucoup moins, mais d'être dans quelque chose qui me plaît. C'est un choix. Après, ça, c'est vraiment un choix personnel. Du coup, je me rappelais pas qu'elle était spécialement fermée, donc je pense que oui, je vais la rouvrir pour les manuscrits 2026. Parce que du coup, comme on est au mois de janvier, là, on bascule vraiment sur la recherche 2026. On a bouclé tout juste de 2025 un peu tard pour nous. Et on aimerait prendre de l'avance au fur et à mesure et de pouvoir sélectionner les manuscrits. Dans l'idéal, mais c'est pas sûr, mais dans l'idéal, on aimerait avoir trouvé en juin maximum nos manuscrits pour 2026. Donc je vais faut juste que je pense que je vais voir sur le site internet pour la réouvrir, en effet. Voilà, encore une fois, une perche étendue à tous nos auteurs. Sachez-le. Alors, on me demande si vos livres sont imprimés en France ou pas, ou ailleurs. Et oui, nos livres sont français. Cocorico. Je n'osais pas le dire. Voilà.
Nous sommes sur un circuit court, je pense qu'on peut en être fier parce que quand même c'est assez rare. Enfin, perso, la plupart des livres que j'ai chez moi ne sont pas forcément imprimés en France, ni en Belgique, ni nulle part autre que sur les lieux de la maison d'édition. Donc je pense que voilà. Franchement, c'est encore une fois tout à ton honneur. Enfin, vraiment, je suis hyper heureuse. Diamant Édition, top 1 FR bientôt. Voilà. C'est adorable. Alors, on va avoir 2 questions de fin, parce qu'il y en a une qui a été posée qui est absolument intéressante, je trouve, et il y aura la mienne. Donc on va commencer par celle de notre très cher interlocuteur, qui demande, en tant qu'éditeur, quels sont les conseils que tu donnerais pour les auteurs ou les autrices qui se lancent? Je suppose dans l'écriture. Vraiment sur la question écriture, qui serait plus une question même posée à un auteur qu'une maison d'édition, qui se lance plutôt dans chercher une maison d'édition. C'est vrai que c'est assez vaste, puisque je réponds aux deux, la version un peu auteur et la version un peu maison d'édition, l'étape d'après. Honnêtement, je pense que les deux réponses peuvent être intéressantes, tant pour nos auteurs que... en fait, oui, pour tout le monde. Donc moi, je veux bien les 2 versions. Dans tous les cas, je suis intéressée. Ouais. Avec ma casquette auteur, quand on se lance dans l'écriture d'un manuscrit, un premier manuscrit, on a souvent la peur de ne pas réussir à aller jusqu'au bout de son livre. Et c'est souvent là où le plus de personnes abandonnent. Et c'est rare d'aller au bout de son premier manuscrit. Déjà, si on arrive à ce mot fin, c'est incroyable. C'est déjà une première étape assez folle. Et donc, pour arriver à cette première étape, les petits conseils que je peux donner, c'est déjà de faire ce premier jet sans craindre ce que peut penser quelqu'un, une maison d'édition ou quoi que ce soit. Quand j'ai écrit mon premier roman, je l'ai écrit parce que c'était un besoin, une envie. C'était pour moi. Après, c'était pour la maison d'édition. Mais d'abord, avant tout, c'était parce que j'aimais vivre cette aventure. Vibrer cette aventure, faites-vous plaisir, vous êtes en train de vivre une expérience extraordinaire quand même d'écrire et d'avoir le monde autour de vous qui est complètement en train de changer. Donc, oubliez le PC, oubliez les fautes que vous pouvez faire, oubliez tout ça, juste prenez du plaisir et vous allez voir, vous allez avancer beaucoup plus vite que vous posez 1000 questions à chaque phrase. Ça, c'est pour le premier jet. Une fois que vous avez fait le premier jet, là, vous prenez votre texte et là, vous allez vous dire, vous posez plein de questions, où sont les fautes, comment je peux tourner ma phrase, est-ce que ce mot-là serait pas mieux que celui-ci. Là c'est le moment des questions. D'abord, laissez-le reposer aussi un peu pour pouvoir prendre du recul. Après, le passer en bêta lecture, ça aide vraiment d'avoir un œil qui est vraiment neuf sur votre récit. Pour nous, en tant que maison d'édition, souvent on le voit entre les manuscrits qui sont passés en bêta lecture et ceux qui ne sont pas passés en bêta lecture, parce que on est auteur, mais voilà, on n'est pas non plus Dieu, et puis c'est normal de faire aussi des fautes et sur 200 pages d'en oublier, en fait d'oublier les coquilles, sur 200 pages qu'on a relues 50 fois. C'est tout à fait humain en fait de faire des erreurs. Et donc c'est bien de passer la main à un moment à quelqu'un pour pouvoir repérer ses erreurs et même sur la construction du récit pour être sûr qu'on n'a pas oublié de dire un détail qui est important ou alors même d'avoir un œil du bêta lecteur qui va dire bah, là j'ai pas compris cette scène, là c'était pas clair pour moi parce que c'est tellement clair dans notre tête que c'est bien d'avoir cet avis extérieur et c'est important. Après, pour la casquette maison d'édition, je dirais que bah, déjà, c'est choisir quelle maison d'édition vous allez l'envoyer. Essayer de trouver la bonne ligne éditoriale. Parce que l'envoyer à une maison d'édition qui n'est pas du tout dans votre ligne éditoriale, ça ne va pas matcher, ça c'est sûr. Vous allez juste perdre du temps et puis perdre du temps à une maison d'édition aussi. Donc autant essayer de trouver vraiment la, la bonne, euh, la bonne collection et de l'envoyer. Et puis, et puis après, au niveau de l'édition, bah, trouver un éditeur qui vous correspond, avec qui vous pouvez discuter, où c'est ouvert au niveau de la discussion, qui va vous accompagner sur le récit. Parce que moi, j'ai eu un éditeur, comme je vous ai dit, première maison d'édition. Il s'est pas du tout occupé de mon livre. Donc oui, c'est cool de dire j'ai été publié, mais à côté de ça, je me débrouille de tout. Alors moi, ça m'a fait mon expérience et tant mieux, et je regrette pas d'être passée par là. Mais si vous avez vraiment envie d'être accompagné sur cette première édition, regardez la maison d'édition.
regardez ses réseaux sociaux. Est-ce qu'elle est présente en salon? Est-ce qu'elle bouge? Est-ce qu'elle présente les livres sur les réseaux? C'est hyper important et là, vous allez pouvoir voir si elle se bouge ou pas. Voilà. Merci beaucoup pour ta réponse très, très, très vaste et franchement intéressante pour nos auteurs. On va le répéter encore une fois. La bêta lecture, c'est important. Si vous avez besoin d'un petit retour, n'oubliez pas qu'on a le forum, la bibliothèque, pour vous aider. Voilà, si vous avez besoin d'un dernier retour sur vos ouvrages, c'est pour ça qu'on est là également. Et c'est justement dans cette idée d'avoir un œil extérieur qui peut se permettre une correction, qu'elle soit orthographique ou de fond. Voilà, ça peut toujours être utile. Comme l'a dit Mathilde, on n'est pas toujours, on n'est pas toujours capable de savoir si ce qu'on a fait c'est vraiment à son maximum, à son mieux finalement. Et voilà, si on peut vous aider, bah, nous on est là pour ça. Moi je vais me permettre de clôturer avec ma dernière question. Donc c'est d'avoir un conseil pour gérer la critique et les refus en maison d'édition. Comment on accuse ça, comment on surmonte ça finalement. Je pense à nos nombreux auteurs qui, dans notre salon d'édition justement ont communiqué voilà, les derniers mails de refus qu'ils ont reçus et qui se demandent un peu comment on fait pour pas laisser tomber l'ouvrage quand on essuie des refus et qu'on croit en son projet. Voilà, l'interview ayant beaucoup tourné autour de cette notion de motivation, d'aller jusqu'au bout des choses, j'ai l'impression que c'est vraiment la question de fin parfaite pour notre interview aujourd'hui ce soir. Alors, essuyer des refus, j'en ai essuyé pas mal aussi. Très honnêtement, comme la plupart d'autres auteurs, j'ai pu pleurer sur certains refus. Hein. C'est pas évident, c'est pas facile à accepter, à prendre du recul par rapport à ça. Après, au fur et à mesure du temps, on prend aussi cette habitude-là. Et puis après, moi j'ai envie de dire, c'est vraiment l'exemple que j'aime bien. Faut pas oublier que J.K. Rowling a été refusée par plusieurs maisons d'édition. Que si vous croyez en votre projet, il faut pas l'abandonner par un refus de maison d'édition. Les refus, c'est pas forcément parce que votre manuscrit est pas bien. Je me dis, moi souvent, les refus, c'est la plupart, c'est pas une question si le manuscrit est bien ou pas bien, c'est plutôt une question s'il correspond à la maison d'édition. Pour d'autres maisons d'édition, ça va être d'autres critères, mais chacun a ses propres critères. Et si vous rentrez pas vraiment dans le critère du moment, de ce qu'il y a besoin, et ça, un alignement de planètes, très honnêtement, qui est pas toujours évident à avoir. Donc, même si c'est difficile, mais il faut essayer de pas le prendre personnellement, ni pour vous ni pour votre texte, parce que très souvent, c'est pas parce que votre texte n'est pas bon, c'est juste parce que ça colle pas à ce moment-là aux besoins de ce qu'on cherche. Mais je dirais continuer à grand vous. Et après, sinon, l'auto-édition, c'est quand même beaucoup plus ouvert aujourd'hui à l'auto-édition. Je suis passée par l'auto-édition, j'en ai fait. Oui, vous retrouver face à des personnes qui vont dénigrer totalement l'auto-édition, qui vont vous casser parce qu'ils vont dire que c'est de l'auto-édition. Mais faut passer au-dessus et avoir la hargne de dire si mon livre, je sais ce qu'il vaut et j'ai envie de le présenter quand même. Et je vais aller dans les salons et je vais le présenter sur les réseaux parce que je sais ce qu'il vaut et que j'ai envie de le montrer. Donc, n'hésitez pas vraiment à prendre cette décision aussi à un moment si vous n'arrivez pas à trouver la maison d'édition qui vous correspond. Et ça vous permet de faire de la visibilité aussi, de vous faire une communauté et peut-être d'avoir un autre manuscrit qui soit pris par une maison d'édition parce que les maisons d'édition, on regarde aussi, on ziote un petit peu les réseaux sociaux, savoir s'il y a un auteur qui écrit, qui a commencé à avoir un petit peu de monde, de communauté ou choses comme ça. Donc, il n'y a pas de honte du tout de passer par l'auto-édition et il y en a beaucoup qui passent par l'auto-édition et qui sont édités aussi après. Donc, c'est pas à bannir. Après, en auto-édition, faites bien attention. Évidemment, l'orthographe, tout ça, passer par des bêta-lecteurs, correcteurs ou choses comme ça, parce que, comme j'ai dit, quand on est soi-même l'auteur, il y a des fois, on voit plus et on a besoin d'un avis extérieur. Et c'est hyper important parce que c'est l'image que vous allez donner à votre livre et votre propre image qui va être touchée après. Donc, comme l'auto-édition, c'est un peu sans pitié, il vaut mieux que ce soit encore plus clean qu'une maison d'édition en fait. C'est un peu dur, mais c'est un peu ça.
En tout cas, merci pour ta réponse. Finalement, il n'y a jamais de porte fermée, puisque c'est vrai qu'on l'entend souvent, hein, c'est un peu... Il y a une part de chance finalement dans l'acceptation d'un manuscrit en maison d'édition, c'est d'avoir écrit le bon truc au bon moment. Donc c'est vrai qu'on l'oublie. Souvent, J.K. Rowling, elle a été refusée, il me semble, plus de 9 fois avant d'avoir son ouvrage publié. Et finalement, ça a été un best-seller. Il y a eu des films, et maintenant, il y a toute une franchise avec des goodies, des objets en tout genre. Donc j'ai envie de vous dire, refusée 9 fois, mais elle a quand même réussi sa vie. Donc ne désespérez pas. Et c'est vrai qu'on l'oublie aussi que y a l'auto-édition qui maintenant s'ouvre de plus en plus, dans lesquelles parfois aussi les maisons d'édition vont faire leurs courses après. Je dis ça sans méchanceté derrière, c'est vrai que y a l'assurance d'une communauté qui a suivi pour acheter le premier ouvrage, d'un certain succès, d'une certaine envie, d'avoir aussi des auteurs qui se sont formés sur le tas par le biais de formation, mais qui ont quand même aussi l'habitude d'une certaine communication, de traîner sur les salons, donc ça montre aussi une certaine volonté de la part des auteurs, et c'est gage de qualité également pour la maison d'édition. Et puis je pense notamment aussi à Margot de Seine qui elle a créé sa communauté de A à Z sur les réseaux sociaux, qui a parlé de son livre avant même la publication, qui a été publiée chez Big Bang, qui est une collection de Brajlon, et qui a réussi à publier sa trilogie de dystopie, alors que la dystopie on n'en entendait plus parler depuis le début des années 2000. Donc voilà, j'ai envie de vous dire... Tout est possible. Je pense qu'on va rester sur ce mot de la fin. Tout est possible. Il suffit d'y croire, d'un peu de poussière de fée, beaucoup de motivation, d'huile de coude. Et voilà, d'être accompagné également par les bonnes personnes. Je pense que Mathilde peut nous le confirmer, pour avoir appris sur le tas et être accompagnée par les mauvaises et les bonnes personnes. Que finalement, c'est beaucoup de motivation, beaucoup, d'organisation, d'envie, de volonté, mais finalement, rien n'est impossible. Je pense qu'on peut clôturer là-dessus. Pour retrouver les Diamant Édition, c'est sur leur site internet Diamant Édition, sur Facebook, Instagram et TikTok, avec exactement le même nom, que ce soit en majuscule ou en minuscule. Les liens vous seront transmis en annonce à la suite de cette interview. Je te remercie encore une fois, Mathilde, d'être venue nous voir ce soir et d'avoir participé à notre interview. C'était un réel plaisir de parler avec toi et d'échanger autour de ce sujet aussi vaste qu'est l'édition, l'écriture. C'est vraiment un échange très enrichissant. Et je voulais aussi vous remercier, vous, les membres, d'avoir été ici aussi actifs et d'avoir osé poser vos questions à une maison d'édition. Merci beaucoup à vous. Sans vous, la moitié de l'interview n'existerait même pas. Merci énormément à toutes et à tous.